communauté. Demander à Madame la directrice générale des services de procéder à l'appel nominatif. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors, Monsieur Patrice Leclerc. Présent. Madame Anne-Laure Pérez. Monsieur Mohamed Clichy. Absent. Donne pouvoir à Madame Carole Lafont. Madame Yasmina Attaf. Absent. Donne pouvoir à Monsieur Roger Duguay. Monsieur Philippe Clochette. Absent. Donne pouvoir à Madame Massard Isabelle. Madame Delia Toumi. Monsieur Grégory Boulor. Madame Alexandra d'Alcantara. Monsieur Roger Duguay. Madame Isabelle Massard. Monsieur Belkacem Houchen. Madame Céline Lanozlé. Monsieur Mamed Binagdan. Madame Zineb Zouaoui. Monsieur Laurent Noël. Madame Carole Lafont. Monsieur Christophe Bernier. Madame Maria Blanca Fernandez. Madame Nadia Mouadine. Monsieur Ibrahima Ndiaye. Absent. Donne pouvoir à Zine Boukrich. Madame Sophia Manseri. Absente. Donne pouvoir à Grégory Boulor. Madame Sonia Blanc. Absente. Donne pouvoir à Sylvie Morel. Monsieur Christian Deschênes. Absent. Donne pouvoir à Véronique Desmettre. Monsieur Zine Boukrich. Madame Véronique Desmettre. Monsieur Richard Mera. Monsieur Khalid Damoun. Présent. Madame Aurélie Remacle. Absente. Donne pouvoir à Monsieur Éloi Simon. Monsieur Éloi Simon. Madame Fabienne Moreau. Présente. Monsieur Mohamed Dani. Présent. Madame Maria Magassama. Absente. Donne pouvoir à Madame d'Alcantara. Madame Elsa Fossillon. Monsieur Jacques Briflot. Monsieur Émeric Tabadi. Madame Sylvie Morel. Monsieur Hassen Meherga. Madame Karine Chala. Madame Laetitia Girardi. Monsieur Sinan Caracus. Il arrive. Madame Christelle Nedelec. Présente. Monsieur Ibrahima Diallo. Monsieur Philippe Allais. Merci. Nous avons donc le quorum. Nous allons pouvoir commencer le conseil municipal. 4 anciens élus de Gennevilliers nous ont quittés dans la même semaine. Le choc est rude pour nous toutes et tous. Le choc est certainement encore plus difficile pour leurs familles, leurs amis, à qui je présente en mon nom et celui de l'ensemble du conseil municipal toutes nos condoléances. Joël Chertier, Patrick Terré, Gilberte Verriep et Ariel Vermillet-Paris nous ont quittés. Ils étaient différents, mais avaient un point commun, leur engagement pour améliorer la vie des autres. Leur disparition est douloureuse, cela m'affecte fortement, comme beaucoup de Gennevilloises et de Gennevillois. Ils méritent notre hommage aujourd'hui. Joël Chertier n'était pas un homme qui se mettait en avant. Humble, il n'en était pas moins un homme qui savait s'engager dans la dureté du combat de classe. Sa voix douce, son caractère calme, n'atténuait en rien sa détermination dans la durée, son engagement pour changer la société. Il a adhéré à la CGT à une date bien connue de tout le monde, en 1968. Né dans le Berry et après un passage dans l'armée, il monte à Paris, comme on disait à l'époque, pour travailler dans différentes entreprises de la métallurgie. Père célibataire, il a aussi connu le chômage pendant 2 ans avant d'être embauché par un sous-traitant de la STECMA, où il s'associe à une action syndicale pour empêcher le licenciement d'un salarié de la SNECMA. Il est à son tour menacé de licenciement. Une grève s'est déclenchée pour qu'il soit maintenu. Mieux même, les délégués CGT, dont Roland Museau, que je salue ici présent, obtiennent son embauche. Joël adhère au PCF en 1973. Dans une interview au journal local La Voix populaire, il explique les raisons qui l'ont amené à accepter d'être candidat aux élections municipales. Je le cite. « Moi, je trouve normal que les travailleurs gèrent les affaires de leur entreprise et aussi leur ville.
C'est vrai qu'on a été peu habitué à cela, je le vois dans le travail autour de moi. Pendant des décennies, on a cantonné les travailleurs dans un rôle secondaire. On leur disait que la gestion des affaires de la ville et de leur pays ne les concernait pas. C'est aussi une chose à changer. Joël a été conseiller municipal communiste de 1983 avec Lucien Lanternier à 1989 avec Jacques Brune. Élu dans le quartier du Luth, où sa famille habite toujours, il militait particulièrement avec Gilberte Verriep et Christiane Acasse sur les bâtiments Beaumarchais. Joël, c'était aussi un mari, un amoureux de Brinda, son épouse, un papa attentif, je salue son fils parmi nous, et attentionné. Pour notre part, nous avons perdu un camarade et un ami. Chère Brinda, j'aimais vous voir tous les deux, car ensemble, vous dégagiez beaucoup de sérénité malgré la maladie qui frappait Joël. À vous les enfants, que j'ai connus petits, vous pouvez être fiers de votre père. Joël était un homme bon et courageux. Je vous propose de respecter 1 minute de silence en mémoire de Joël Chertier. Patrick Terré. Patrick a construit son parcours autour de l'engagement associatif, syndical et politique, marqué par une volonté constante de servir l'intérêt général et d'agir pour la justice sociale. C'était un militant que l'on pouvait rencontrer dans les associations Vie Libre, au Mouvement d'Uni, à l'association France-Palestine, à l'APART, à la Régie de quartier du Luth, au CCPG qu'il présidait et d'autres associations que j'oublie. Patrick Terré a été conseiller municipal de 2001 à 2014 dans les équipes de Jacques Bourgoin. Il y était comme une personnalité n'appartenant à aucun parti. C'est son action au service des autres qui l'avait conduit à accepter d'être élu. Ce militantisme est une caractéristique de sa famille catholique militante. D'origine populaire, il continuait son engagement pour les couches populaires. Il était investi dans le mouvement ouvrier comme représentant CGT du personnel à France 2, où il était responsable du service de sous-titrage. Il a défendu une conception du service public de l'information, une vigilance sur la qualité de celle-ci. Patrick était inquiet, je le cite, de la manipulation de l'information en général. On a de plus en plus affaire à des médias où aucune tête ne doit dépasser, disait-il lors d'une interview à La Voix populaire. C'est par choix que Patrick Terré s'est installé à Gennevilliers, ville dont il apprécie l'histoire et la dynamique humaine. J'ai lu dans cette même interview donnée à La Voix populaire qu'il disait, je le cite, « Dans une commune, soit tu y habites, soit on y vit. Gennevilliers est une ville qui se vit. » Il a vécu notre ville avec beaucoup, et a beaucoup donné aussi pour elle. Tout au long de son parcours, Patrick Terré a placé l'engagement au cœur de sa vie, que ce soit dans le domaine du journalisme, du militantisme ou de la politique locale. Son itinéraire reflète une volonté constante de lutter contre les inégalités et d'aider les autres. Je présente toutes mes condoléances à sa famille, sa sœur, son frère, ses neveux et nièces, ses amis et au CCPG qu'il présidait jusqu'à ses dernières heures. Je vous propose de respecter aussi 1 minute de silence en mémoire de Patrick Terré.
Gilberte Verriep. Gilberte était une femme courage, comme avait titré le Gennevilliers Magazine faisant son portrait en 2018. Avant-dernier enfant d'une fratrie de 9 enfants, native des Corbières, dont elle avait gardé et cultivé l'accent, de Capendu, disait-elle avec fierté. Elle était d'origine populaire. Elle a connu la dureté de la vie avec le décès de son papa quand elle n'avait que 11 ans et a commencé très rapidement à travailler, comme bonne à tout faire au début, puis dans des entreprises. Dans l'ouvrage Talent de mémoire de Fathia Raoult, elle répondait à la question « Et votre vie est ici ?» Ah oui, je finirai mes jours à Gennevilliers. Je ferai mon trou là, parce que si je vais dans mon village, je meurs. Il n'y a rien. Dans notre ville, on a plein d'activités. Je suis toujours dehors, sur le terrain. Gigi a donc fini ses jours à Gennevilliers, sans souffrir, entourée de soins aux Cities. Je remercie ses amis et camarades qui sont souvent allés la voir, qui l'ont entourée jusqu'au bout. Je pense à Joël, qui est présente, Jacques, qui est présent, Bourgoin, Martine Moncel, Véronique Desmaîtres et d'autres, certainement. Gigi, c'était la lutte pour mieux vivre, être respectée comme femme, être respectée comme salariée, être respectée comme habitante. Je l'ai connue quand j'habitais le Luth. Un trio de femmes formait une équipe omniprésente sur le quartier avec Christiane Acasse, Lucette Mazaleg et Gilberte Verriep. Gigi avait beaucoup d'affection pour elles deux, tout comme pour Marcel Foucault qui suivait l'activité politique à la General Motors. Dans le Luth, elle était aimée et respectée pour son dévouement pour les autres. Elle a eu aussi le courage de participer aux différentes luttes contre la drogue qui détruisaient de nombreuses familles dans les années 80. Gilberte, c'était la dignité ouvrière. Elle s'est syndiquée à la CGT en 1965. Puis elle est venue à Gennevilliers en 1972 pour le travail, car elle s'était faite embaucher à la General Motors comme contrôleuse de pièces de démarreurs, et dans le même mouvement, elle s'était installée au Luth. C'est là qu'elle a adhéré au Parti communiste français. En 1977, elle est élue conseillère municipale avec l'équipe de Lucien Lanternier, qui l'appelait avec affection « ma petite ». Puis, elle a été dans les équipes avec Jacques Brune. Elle aimait se mettre à côté de Jacques Bourgoin pour mettre en contraste leurs différences de taille. Et leur amitié était profonde, ancrée dans le militantisme commun aux luttes. Avec Roland Museau, elle avait la camaraderie et les connivences des camarades qui savent ce que c'est que de lutter dans une entreprise pour disputer au patronat sa toute-puissance dans l'exploitation humaine. Elle était fière qu'une femme comme Elsa Faucillon devienne députée ou que Marie-Georges Buffet soit ministre. Elle en a eu du courage, Gigi, car le patronat et l'encadrement de la GM ne l'a pas épargnée. On peut même dire qu'elle a été maltraitée à partir de 1973, quand elle a été élue déléguée du personnel. Pour la punir, on lui a imposé les tâches les plus répétitives, les plus fatigantes, et on l'isolait des autres salariés. Gigi, c'était une amie, une camarade. Elle nous laissera la fierté d'être du côté des milieux populaires. Je vous propose de respecter 1 minute de silence en sa mémoire. Je vous remercie. Ariel Vermillier, Paris.
La ville de Gennevilliers doit beaucoup à Ariel, pas seulement comme élue, mais aussi comme professionnelle et comme militante. Militante politique, militante de l'éducation populaire, militante féministe. J'ai connu Ariel au début des années 90, quand elle a été responsable du secteur de l'enfance à la mairie de Gennevilliers. On m'en avait dit tellement de bien que j'ai tout fait pour qu'elle prenne la direction du service jeunesse dont j'étais le maire adjoint. Mireille Rustin, maire adjointe à l'époque qui avait le secteur de l'enfance, m'en avait un peu voulu de lui avoir piqué sa directrice. J'ai pu apprécier ses qualités humaines et professionnelles, son sens des valeurs et sa capacité à les partager, sa connaissance des enfants, des jeunes et des familles de notre ville. Lorsque je n'ai pas souhaité continuer un mandat de maire adjoint en 1995, j'avais suggéré à Jacques Brune le nom d'Ariel Vermillier comme élu, qui a toujours comme le nom d'Ariel. Ariel, comme élu, a toujours su conjuguer avec succès lutte et gestion, travail avec d'autres et travail personnel. Ainsi, Ariel Vermillier-Paris a été maire adjointe de notre ville de 1995 à 2014, avec les équipes conduites par Jacques Brune, puis Jacques Bourgoin. Elle est un peu indissociable de Martine Moncel, sa sœur de cœur, avec qui elle avait tissé de profonds liens d'amitié, mais aussi mené de nombreuses actions. Elle a exercé ses responsabilités dans des secteurs différents, comme la jeunesse, l'enfance, le programme local d'insertion par l'économique, l'immigration, les droits des femmes, la restauration municipale, la sécurité et la prévention, la solidarité, l'action sociale et l'insertion sociale, le handicap, les retraités, la relation avec les associations caritatives, le quotient familial et la politique familiale, la vie démocratique et citoyenne et la lutte contre les discriminations. Elle est à l'origine de nombreux dispositifs municipaux dont nous sommes encore fiers, mais surtout dont l'utilité et l'efficacité ont été démontrées. Quand je disais en préambule que nous lui devons beaucoup, ce n'était pas une figure de style. En 2011, elle a joué un rôle clé dans l'élaboration d'un dispositif expérimental destiné à assurer une continuité scolaire pour les élèves exclus. Ce projet visait à offrir un espace hors des établissements scolaires où les élèves pouvaient continuer à apprendre tout en travaillant sur leur comportement et en comprenant les raisons de leur exclusion. L'objectif était également de faciliter leur réintégration dans les collèges. C'est aujourd'hui le fil continu. Elle a été également une défenseuse de la démocratie participative. Ces initiatives ont contribué à renforcer l'implication des citoyennes et des citoyens dans la vie locale. Elle déclarait au 2e Forum national de la démocratie participative, où elle a été une élue connue et reconnue, je la cite, « Vous m'avez donné le pouvoir pour que je vous le rende. » C'était en quelque sorte notre philosophie. Des conseils de quartier existent depuis 1997. Nous avons tenu des assises de la ville, créé un CLJ, Conseil local de la jeunesse, adopté une charte locale. Nous organisons des rings des idées et des rendez-vous multiples, insolites et insolents, jamais inconsistants, afin de travailler sur la construction partagée d'exigences avec les habitants. Fin de citation. Elle a été la cheville ouvrière aussi pour faire avancer le dossier de construction de la mosquée à Gennevilliers. Tout comme dans un autre domaine, elle a mené le dossier de création du CIREC avec réussite pour garder une maîtrise publique et de qualité de notre restauration scolaire. Combattante, elle écrivait à Patrick Devedjian, président du conseil départemental, un long courrier pour défendre les intérêts des associations et d'insertion de notre ville. Je la cite, « sont particulièrement affectées sur notre ville des associations comme l'Étrier et Intervalle, les structures telles que la Mission locale, le Pli, la boutique Club Emploi de Gennevilliers, dont les publics sont majoritairement issus des quartiers politiques de la ville. Malgré votre promesse de maintenir l'enveloppe consacrée aux actions conduites au titre de la politique de la ville, ce sont près de 83 000 € en moins, rien que pour les axes développés au titre de l'insertion et de l'emploi, soit 85% par rapport à 2010. Militante politique,
Elle était une élue engagée dans notre ville. Elle a même, dans les années 1990, pris la responsabilité de la direction de la section du Parti communiste français. Elle était aussi une défenseuse des droits du peuple palestinien. Militante associative, elle s'est investie après son mandat dans l'association d'éducation spécialisée des Grésillons. Ayant repris une activité professionnelle, elle a entre autres été à l'origine de la transformation de l'espace des Grésillons en centre social et culturel, avec l'objectif de placer les habitantes et les habitants au cœur du projet. Parler d'Ariel en peu de temps, c'est forcément passer à côté de la richesse de son action et de son apport à la ville. Sa disparition à la suite d'une maladie nous a tous choqués. Les témoignages d'affection venant du monde associatif dans sa diversité, de citoyennes et de citoyens, montrent la qualité des rapports qu'elle avait avec les autres, avec le monde associatif. À Stéphane, son mari, Tiffany et Quentin, ses enfants, je présente en mon nom et au nom du conseil municipal toutes mes condoléances. Nous partageons leur peine et leur douleur. Je vous propose 1 minute de silence en mémoire d'Ariel Vermillet-Paris. Bien, je vous propose de commencer la séance du conseil municipal. Celles et ceux qui sont venus uniquement pour l'hommage, vous pouvez vous retirer. Je vous remercie beaucoup d'être venus rendre hommage avec nous à ces 4 élus. Merci beaucoup. Bien, je vous propose de nommer notre secrétaire de séance, Khalid Damoun. Tout le monde est d'accord? Donc Khalid Damoun est notre secrétaire de séance. Est-ce que vous êtes d'accord pour approuver le procès-verbal de la séance du 12 février et celui du 18 décembre qui a été rectifié conformément à la demande de Madame Girardi? Oui. Eh bien, les procès-verbaux sont approuvés. Je vous propose de passer au premier point d'information sur la cité éducative. Richard Mera. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Ça va pas être simple de passer après au conseil municipal, mais bon. Donc avant d'aborder le PowerPoint, je voudrais faire quelques mots d'introduction, parce que ces cités éducatives, tout le monde en entend parler. Personne ne sait très bien. Tu m'entends là? Comme ça. Donc ces cités éducatives, tout le monde en entend parler. Personne ne sait trop bien ce que c'est. C'est un espèce d'objet non identifié. Et c'est un des multiples objets qui est qualifié d'éducatif. Vous savez que ce mot d'éducatif, on le retrouve un peu partout. C'est une espèce de mot-valise qu'on retrouve dans bien des cas. Et à ce moment-là, tout le monde l'entend comme il le souhaite. Donc, la cité éducative nous impose aujourd'hui de déconstruire un peu tout ce qu'on a dans la tête
par rapport à ce qui est qualifié d'éducatif. Ça fait 40 ans à peu près, depuis les crises pétrolières, qu'on essaye de régler les problèmes qui sont liés aux inégalités croissantes depuis ces crises-là. Donc vous entendez dans cité éducative 2 termes, cité éducatif. Sur le premier terme, tout le monde passe, parce que personne ne voit bien ce que ça peut être que ce terme de cité, et tout le monde entend éducatif, et à ce moment-là, dans le mot éducatif, chacun entend ce qu'il a l'habitude d'entendre. C'est-à-dire que pour la majeure partie des gens, l'éducation, elle est de nature formelle, c'est l'éducation de l'école, et à ce moment-là, tout le monde considère que l'éducation, ça n'est que celle proposée par l'école. Or, l'éducation est beaucoup plus large. On y trouve un environnement extrêmement large. Il y a effectivement la famille, l'école qui occupe une place dominante, et puis les différentes strates des collectivités territoriales, de la commune à la région, et puis les divers acteurs associatifs qui font des propositions éducatives comme le sport, le périscolaire, les activités récréatives. Et enfin, l'éducation n'est pas un processus hors sol, elle se développe dans un milieu économique et social. Donc l'éducation, c'est beaucoup plus large que l'école, c'est tout cet environnement. L'éducation, donc l'éducation s'est déréglée, tout cet ensemble éducatif s'est déréglé, je l'ai dit tout à l'heure, au moment des crises pétrolières. Il y a eu là tout un mouvement national d'enquistement des inégalités qui a fait que depuis les années 73, on cherche à trouver des solutions pour sortir de cette crise. Alors sont nées un certain nombre de propositions complémentaires qui toutes aussi le nom d'éducation. Ce sont ces fameux dispositifs qu'on appelle les dispositifs de rattrapage du droit commun. Et vous les connaissez tous, ils sont tous de type éducatif. Il y a le fameux programme de réussite, il y a les fameux ZEP qui sont devenus REP, dans lequel il y a réseau d'éducation prioritaire. Il y a les programmes de réussite éducative, il y a les projets éducatifs de territoire. Chacun est un dispositif spécifique qui est là pour régler une question particulière. Et donc tous ces dispositifs-là sont des dispositifs qui viennent étayer le droit commun, le soutenir, parce que dans les zones où il y a des fortes inégalités, le droit commun ne suffit pas. Donc on a accumulé un certain nombre de dispositifs pour étayer le droit commun, en imaginant qu'on était dans une crise, et que cette crise, une fois passée, on aurait rattrapé le droit commun, et on pourrait passer dans une zone classique d'éducation normale. Or, on observe que pendant ces 40 années de dispositifs, on a accumulé ce qu'on appelle, vous connaissez tous ça, un effet millefeuille, c'est-à-dire que les actions se sont accumulées les unes aux autres, sans qu'on ait mécaniquement obtenu de sommes cohérentes avec tout ça. On a observé les effets silos, c'est-à-dire que chaque administration travaille sans trop collaborer, et à ce moment-là, chacune est dans son couloir d'intervention. Et on a observé aussi une opposition structurelle entre les gouvernances verticales et ce qui émergeait sur les territoires, qui sont des gouvernances horizontales. Voilà. Les dispositifs étaient très utiles, mais n'ont pas réglé cette question-là, qui sont des questions structurelles. Donc les dispositifs, il faut évidemment les garder, puisqu'ils s'adaptent aux conjonctures, ils sont là très souples, et à chaque fois que les conjonctures interviennent, les dispositifs sont là pour combler les conjonctures, mais les dispositifs ne sont pas un projet structurel. La cité éducative est un projet structurel, c'est-à-dire qu'elle essaye en fait de favoriser une approche plus systémique, c'est-à-dire de prendre en compte tout ce qui existe sur un territoire, que ce soit le droit commun, que ce soit les dispositifs,
que ce soit les secteurs économiques et sociaux, et elle essaye de faire de cet ensemble une approche structurelle pour avoir un projet politique de long terme. Donc la cité éducative n'est pas un énième dispositif qui viendrait étayer je ne sais quoi. Donc voilà, la cité éducative, donc, c'est une démarche structurelle qui vise à réaliser un écosystème de nature coopérative. Cette démarche intègre le droit commun, l'environnement éducatif au sens large, les dispositifs conjoncturels et les processus relatifs à la cohésion sociale. Elle s'adresse aux enfants de 0 à 25 ans dans les QPV, ce qui est bien plus large que le public captif d'âge scolaire. La grande nouveauté, c'est que la cité éducative, non seulement elle est structurelle, mais elle met en convergence l'éducation et la cohésion sociale. Son problème, il est de faire société et pas seulement de régler des questions scolaires. Donc si on prend maintenant le PowerPoint qui est présenté, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été candidat il y a maintenant à peu près 5 ans, et on a fait une première version de la cité éducative. Cette première version, elle s'est construite avec la culture qui était la nôtre, c'est-à-dire cette culture de dispositif. Alors on a commencé à faire des actions, et puis on s'est aperçu qu'on était parti de nouveau dans les démarches de dispositif, et qu'on n'arriverait pas comme ça à faire système. Au bout de 2 ans, on s'est dit, si demain on n'était plus cité éducative, qu'est-ce qu'on aurait capitalisé de cette méthode ? Une fois que les subventions étaient parties, les actions étaient parties et la structure n'était pas construite. Donc on a commencé à réfléchir et à inverser les choses et on s'était dit qu'il fallait d'abord construire la méthode et ensuite en décliner les actions. C'est ce que construit la V2. Donc qu'est-ce que c'est que la cité éducative ? C'est une démarche novatrice, avec un pilotage très très intéressant, parce que le pilotage se fait à 3, ce qu'on appelle la Troïka. C'est la préfecture, les services de l'éducation nationale, c'est-à-dire le DAZEN actuellement, et le maire. Donc ces 3-là ont la gouvernance de la cité éducative. C'est-à-dire qu'on n'est pas là sur un compromis entre 3 feuilles de route, mais on est là sur la construction d'une feuille de route construite à 3, avec ces 3 institutions pour commencer à faire système. Il y a une coordination dédiée, c'est-à-dire qu'il y a un personnel qui est ici, qui s'appelle le chef de projet opérationnel, et c'est une femme, la chef de projet opérationnel, qui met en musique tout ça. Et puis, il y a des évaluations et des recherches. La question, elle est toujours accompagnée des évaluations et de recherches parce qu'on invente en marchant. Donc voilà, en prenant en compte les dynamiques existantes qui émergent, les cités éducatives constituent avant tout un cadre local structurant pour agir. Donc là, vous avez les structures qui nous accompagnent, parce que, évidemment, tout ça ne va pas de soi. La suite. Donc le périmètre de la cité éducative, d'abord c'était le QPV qui était aux luttes. Aujourd'hui, ce sont les 3 QPV de la ville. Donc ça fait quand même une surface beaucoup plus importante. Ça n'est pas encore la ville entière, mais c'est grâce à ces 3 QPV qu'aujourd'hui on accumule des savoir-faire et qui serait probablement la façon de pouvoir mettre en forme des politiques territoriales qui relient l'éducation et la cohésion sociale. Ensuite, alors le travail, c'est d'avoir une vision, c'est-à-dire la question, elle est de savoir comment se projeter dans un avenir, et cette vision, on l'a travaillée avec les structures locales, avec les habitants, et aujourd'hui, la première vision qui est sortie de ces réunions, c'est en 2035, alors vous voyez que c'est du long terme. En 2035, les enfants et les jeunes se projettent avec confiance dans l'avenir, émancipés, engagés dans un collectif et ouverts sur le monde. Ils savent qu'ils sont écoutés et soutenus.
Donc c'est une vision qui devrait porter l'ensemble des acteurs de la cité éducative. Cette vision, évidemment, sera amenée à évoluer puisque la cité éducative est quelque chose qui fonctionne sur des coopérations. Donc vous avez à droite l'ensemble des gens qui participent en ce moment à ces échanges. Ensuite, donc là j'arrive pas à lire, c'est trop petit. Vas-y. Donc le premier point, c'est les enfants et les jeunes choisissent eux-mêmes leurs activités en fonction de leurs envies et non de leur genre ou catégorie socio-économique, grâce à une offre diversifiée, inclusive et connue par tous. Le deuxième point, c'est les parents et les professionnels déconstruisent leur représentation autour des envies des enfants et des jeunes, activités, orientation scolaire, professionnelle. Ils les soutiennent dans leur choix et acceptent qu'ils expérimentent pour trouver leur voie. Le troisième point, c'est les enfants et les jeunes développent des capacités, expression, confiance, écoute, critique, leur permettant de s'impliquer dans des projets personnels et collectifs. Le quatrième point, les parents et les professionnels collaborent en confiance pour la réussite globale des enfants et des jeunes. Chacun reconnaît et valorise les compétences de l'autre et les structures s'ouvrent aux parents. Du coup, je ne sais plus compter. Le cinquième point, les professionnels se forment et sont outillés sur différentes pédagogies qui s'adaptent aux différents besoins des enfants et des jeunes et qui favorisent leur participation. Et le sixième point, c'est les enfants et les jeunes interagissent librement dans la ville, dans toute la ville de Gennevilliers et en dehors. Ils y explorent les ressources et les mobilisent. Donc ça, ce sont les points qui sont sortis de toutes ces réunions qui ont été faites localement et qui sont les premiers objectifs à remplir, chose qui va probablement évoluer en avançant. Ensuite, alors le budget. Donc faut pas imaginer. Pour conclure ton passage, on pourrait dire que la cité éducative, c'est comme les myopes, ça doit s'améliorer en vieillissant. Oui, ça. Donc le budget, c'est le budget qui est alloué à la cité éducative. Il ne faut pas imaginer que le modèle économique d'une cité éducative se réduit à ça. Simplement, on va reprendre ça, mais simplement parce que, par exemple, la ville y affecte au moins 2 postes et demi. C'est-à-dire, il y a au moins 2 personnes et demie qui sont dans les services de la ville, qui suivent de très près la cité éducative. À l'éducation nationale, il y a la même chose. Il y a des acteurs, il y a des agents de la cité éducative qui sont le principal du collège et d'autres, qui sont extrêmement investis, à la préfecture aussi. Donc le modèle d'une cité éducative, le modèle économique d'une cité éducative ne se réduit pas à ces choses-là. Il y a des moyens RH qui sont par ailleurs donnés par les administrations qui sont impliquées et qui n'entrent pas dans ce calcul-là. C'est pour un peu ne pas penser que la cité éducative est une espèce de manne financière qui va distribuer des budgets à des actions. C'est quelque chose qui est extrêmement complexe et qu'il faut gérer de telle manière à créer cet écosystème. Donc c'est pas quelque chose qui est là pour donner un effet guichet pour que des gens puissent faire un certain nombre d'actions. Il faut effectivement pouvoir financer la mise en œuvre de l'écosystème. Donc les 435 000 € qui nous sont alloués sont répartis théoriquement comme cela. 405 000 € sur la caisse des écoles. Alors on a choisi la caisse des écoles parce que c'est une structure qui n'est pas une structure municipale, qui n'est pas la ville, qui n'est pas l'éducation nationale et qui n'est pas la préfecture. Donc c'est une structure tierce qui peut être contrôlée par les 3 membres de la Troïka et qui permet comme ça de suivre les budgets sans que ça se mélange à d'autres politiques. Il y a 15 000 € qui sont 2 fois 15 000 € qui sont sur le fonds du collège. En principe, les cités éducatives fonctionnent en mettant tout ça ensemble parce qu'on travaille en bonne intelligence. S'il y a des fonds affectés au collège et des fonds affectés à la cité éducative, c'est un peu théorique, c'est simplement pour
cibler un certain nombre d'actions qui sont plus spécifiques à l'éducation nationale ou plus spécifiques à d'autres secteurs. Ce qu'on a aussi, vous le verrez peut-être dans la slide qui est plus loin, on a aussi affecté 50 000 € à la préfecture, dans les 405 000. Alors je vous explique pourquoi on en est là. Parce que théoriquement, une cité éducative, ça ne doit pas être confronté aux questions conjoncturelles. Elle n'est pas là pour régler au jour le jour toutes les questions conjoncturelles. Les trois personnes qui sont sur la Troïka partagent cette idée-là. Mais dans le même temps, ils sont confrontés à leur supérieur hiérarchique et ils sont confrontés à la politique. Or, la politique est là tous les jours pour leur dire « faut régler telle question, faut régler telle question ». Donc, pour simplifier la question, on a libéré un certain nombre de budgets pour pouvoir régler momentanément un nombre de questions conjoncturelles qui ne sont pas de nature structurelle, comme c'est le cas pour la cité éducative. Donc les processus pour pouvoir financer des actions sont les suivantes, c'est-à-dire que maintenant on ne va plus financer des actions, mais on va financer des projets à coopération. Ce qui nous intéresse, c'est les projets qui vont mettre ensemble différents acteurs et non plus des projets qui sont sur des actions très ciblées et très étroites sur un acteur particulier. Donc aujourd'hui, les seuls projets qui sont financés, ce sont les projets coopératifs, puisque notre problème, c'est de créer l'écosystème. Et quand les cités éducatives auront disparu, on espère qu'on aura accumulé des méthodes de travail qui permettront de continuer à travailler de façon transversale. Les publics cibles, on en a parlé tout à l'heure, les enfants de 0 à 25 ans, les familles, les professionnels intervenants. Merci. Voilà. Eh bien, merci pour cette présentation. Je rappelle, avant de passer aux délibérations, que les conseillers et conseillères intéressés sur le sujet d'une délibération ne doivent pas prendre part au vote. Donc, délibération numéro 1, M. Binagdan. Chers collègues, bonsoir. Il s'agit du vote des taux des deux taxes foncières pour l'équilibre du budget 2025. La Ville reconduit pour 2025 les taux des deux taxes foncières frappant respectivement les propriétés bâties et non bâties. Merci. Tout le monde est d'accord pour ne pas augmenter les impôts? Tout le monde est d'accord. Je vous remercie. Délibération numéro 2, M. Binagdan. Toujours la même chose, Monsieur le maire, vote du taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux non affectés à l'habitation principale sur l'exercice 2025. Donc, conformément à la loi, la Ville a le droit de voter pour 2024 le taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et locaux non affectés à l'habitation. Elle frappe à Gennevilliers principalement des sociétés non soumises à la CFE. Le taux est reconduit en 2025. En général, les sociétés, c'est des coopératives. L'unanimité. Abstention? Bien. Merci. Délibération numéro 3, Monsieur Noël. Oui. Il s'agit de prendre acte du rapport d'utilisation relatif au Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France, le FSRIF, attribué en 2024 à la ville de Gennevilliers. Est-ce que tout le monde est d'accord pour prendre acte? On prend acte. Délibération numéro 4, Madame d'Alcantara. Oui, il s'agit du rapport d'information sur l'utilisation de la dotation de solidarité urbaine, la DSU, attribuée en 2024 à la ville de Gennevilliers. Tout le monde est d'accord pour prendre acte? On prend acte. Délibération numéro 5. Il s'agit de porter une modification d'attribution de subventions à certaines associations pour l'année 2025. Est-ce que vous êtes d'accord? Je ne vois pas de contre. Je vous remercie. Adopté à l'unanimité. La 6, Madame Pérez. Oui, il s'agit d'autoriser la signature du protocole d'accord entre l'entreprise Pitel et la ville de Gennevilliers. Merci. Est-ce que vous êtes d'accord pour ce protocole d'accord? C'est joli. L'unanimité. Je vous remercie. La 7, Monsieur Boucricht n'est pas là. Il s'agit de m'autoriser à approuver la convention constitutive de groupement de commandes entre la ville de Gennevilliers et la Caisse des écoles pour l'achat de livres, de dictionnaires et d'outils pédagogiques. Vous êtes tous d'accord? Vous êtes d'accord? Je vous remercie.
Délibération numéro 8, Monsieur Boulard. Oui, bonsoir. Il s'agit de l'approbation de l'avenant numéro 3 de la Convention d'objectifs du Comité des œuvres sociales du personnel communal relatif au versement de la subvention de l'année 2025. Merci. J'ai oublié de dire sur la délibération précédente que Mme Toumi, Lanoiselet, Nédélec et M. Noël et M. Mérat n'ont pas pris part au vote. Sur celle-ci, tout le monde peut voter. Vous êtes tous d'accord pour voter? Je vous remercie. La 9, M. Boulard. Il s'agit de l'autorisation de signature de l'avenant numéro 1 à la convention de mise à disposition du personnel communal auprès de l'association Agir. Merci. Les personnes âgées n'ont pas le droit de voter. Donc Véronique Desmet, Maria Blanca Fernandez et Philippe Clochette ne prennent pas part au vote. Vous êtes d'accord? À l'unanimité. La 10, M. Dany. Merci. Les mêmes personnes ne prennent pas part au vote. Vous êtes tous d'accord? Merci. La 11, Madame Desmet. Oui, la collectivité souhaite mettre à disposition un agent auprès de l'association du Tamanoir. Il a lieu d'adopter une convention fixant les conditions de la mise à disposition du personnel communal auprès de l'association, à compter du 1er mai 2025 pour une durée de 3 ans. Merci. Madame Moadine et Madame Zouaoui ne prennent pas part au vote. L'unanimité. Je vous remercie. La 12, Madame Zouaoui. Oui, bonsoir. Il s'agit donc d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant numéro 1 de la convention de mise à disposition des personnels communaux auprès de l'établissement public territorial Boucle Nord de Seine. Merci. Même vote, l'unanimité. Je vous remercie. La 13, Monsieur Mérat. Pardon. Il s'agit de l'évolution du tableau des postes de la collectivité pour les directions de la citoyenneté, de la cohésion sociale, de la culture et la jeunesse et de l'environnement. Merci. Même vote, l'unanimité. Merci. La 14, Monsieur Houchen. Il est proposé au Conseil municipal de formaliser la répartition de la dotation dite prime Coquerel, d'un montant de 323 973 € concernant 120 agents ayant exercé leurs fonctions en 2023 au sein des centres municipaux de santé, ainsi que de préciser les conditions de versement de cette prime. Il s'agit d'une reconduction de cette prime exceptionnelle en lien avec l'attribution de la dotation correspondante. Merci. Même vote, l'unanimité. Je vous remercie. La 15, Monsieur Damoun. Il s'agit de l'autorisation de signature d'une convention de coopération sanitaire et territoriale entre le Centre municipal de santé Étienne Gatineau-Saillant de Gennevilliers et la Société d'exercice libéral par action simplifiée IMVLG. Merci. Même vote. Même vote. 16, Monsieur Houchen. Il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention relative aux conditions de versement et d'utilisation de la subvention d'investissement d'un montant de 193 317 € attribuée par la ville à l'association des professionnels de santé de la MSP des Sévignes pour la création d'une maison de santé au 59 boulevard Camélina à Gennevilliers. Merci. Pas d'intervention. L'unanimité. Je vous remercie. C'est notre lutte contre la désertification médicale qui nous amène à financer aussi les structures privées. La 17, Madame Moreau. Bonsoir à tous. Il s'agit du changement de statut de la Caisse des écoles de la ville de Gennevilliers. Il est proposé de modifier les statuts afin notamment d'y intégrer le portage administratif et budgétaire de la cité éducative par la Caisse des écoles. Merci. Alors, Madame Toumi, Lanoiselet, Nédélec et Monsieur Noël et Méran ne prennent pas part au vote. L'unanimité des autres. Je vous remercie. La 18, Madame Moreau. Il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant numéro 1 à la Convention afin d'y intégrer la cité éducative à la Caisse des écoles. Les mêmes qui ne votent pas. Et l'unanimité toujours. Je vous remercie. La 19, Madame Toumi. Il s'agit de verser une subvention sur les coopératives scolaires selon les modalités du service stratégie éducatif pour les réalisations des projets éducatifs. Ce n'est pas la première fois qu'on passe une délibération de ce genre, cette fois pour 8 614 €, 930 élèves concernés et 12 projets montés par les écoles. Merci. Même vote, l'unanimité. Merci pour les enfants. La 20, Madame Massard. Bonsoir. Il s'agit d'autoriser la signature d'une convention entre la ville de Gennevilliers et la ville de Clichy-la-Garenne fixant les conditions d'accès au restaurant du personnel communal situé en mairie aux intervenants de la prévention routière. Merci.
Même vote, l'unanimité. Je vous remercie. La 21, Monsieur Briffaut. Oui, autorisation de signature de la convention autoceptive relative à l'attribution de subventions à l'association Le Club du Lutte pour l'année 2025. Merci. Pas de questions. L'unanimité. Je vous remercie. La 22, Monsieur Boucriche. C'est pour l'attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Hope by Rectangle TV pour participer à un événement festif le 18 mai 2025. Merci. Pas de questions. L'unanimité, je vous remercie. La 23, Madame Desmaîtres. L'association Pétanque Victor Hugo a été victime d'un vol de matériel utile à son fonctionnement, machines, café, caisses, etc. Elle doit procéder à de nouveaux achats non prévus initialement dans leur budget. Pour les accompagner à absorber une partie de ces frais, il est proposé de leur attribuer une subvention exceptionnelle d'un montant de 600 € pour ces achats. Merci. Même vote, l'unanimité. Je vous remercie. La 24, j'en profite parce que c'était Maria Magassama qui devait la présenter. Et en votre nom, je vais lui souhaiter tous nos voeux de bon rétablissement parce qu'elle s'est fait opérer d'une jambe qu'elle avait cassée. Monsieur Éloi Simon. Oui, il s'agit de l'attribution d'une subvention exceptionnelle au collège Édouard Vaillant pour un voyage sportif en plein air et pédagogique du 23 au 27 juin 2025 en Lozère. Merci. Monsieur Damoun ne prendra pas part au vote. L'unanimité. Merci pour les enfants. La 25, Monsieur Bernier. Bonsoir, il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à attribuer une subvention exceptionnelle au collège Dumotier pour un voyage sportif et pédagogique du 7 au 11 avril 2025 à Saint-Léonard-des-Bois dans la Sarthe. Merci. Alors, Monsieur Laurent Noël et Madame Zineb Zouaoui ne prendront pas part au vote. Le reste vote pour. Je vous remercie. La 26, Monsieur Bernier. Il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à la signature de l'avenant numéro 3 à la convention pluriannuelle d'objectifs entre la ville de Gennevilliers et l'association Communiquer et Vivre son handicap à Gennevilliers, CVHG, pour l'attribution d'une subvention annuelle de fonctionnement et d'une subvention dans le cadre du contrat de développement département-ville. Merci. Alors, Monsieur Grichy ne prendra pas part au vote. Le reste de l'Assemblée vote pour. Je vous remercie. La 27, Madame Pérez. Oui, il s'agit d'autoriser, Monsieur le maire, la signature de l'avenant numéro 5 à la convention pluriannuelle d'objectifs entre la ville et l'association GBC, Gennevilliers Basket Club, pour l'attribution d'une subvention annuelle de fonctionnement et d'une subvention dans le cadre du contrat développement département-ville. Donc là, il s'agit d'une subvention annuelle de prise en charge des transports pour les compétitions de l'association GBC. Merci. Tout le monde est d'accord? Je vous remercie. La 28, Monsieur Damoun. Il s'agit de l'autorisation de la signature de l'avenant numéro 7 à la convention d'objectifs entre la ville et l'association CSMG Omnisport suite au versement d'une subvention exceptionnelle à la section CSMG Football. Merci. Alors, Monsieur Grichy et Monsieur Dany ne prendront pas part au vote. Le reste vote pour. Je vous remercie. 29, Monsieur Simon. Il s'agit de l'autorisation de signature de l'avenant numéro 3 à la convention pluriannuelle d'objectifs entre la ville de Gennevilliers et l'Office de tourisme syndicat d'initiative. Alors, Madame Zouaoui, Lana Wesley, Sonia Blanc, Nedelec et Monsieur Dany ne prendront pas part au vote. Le reste est d'accord. Je vous remercie. Monsieur Simon pour la 30. Il s'agit de l'autorisation de signature de l'avenant numéro 5 à la convention d'objectifs entre la ville de Gennevilliers et l'Office municipal des loisirs, l'OML. Merci. Monsieur Dany, Noël et NDI ne prendront pas part au vote. Le reste vote pour. Je vous remercie. Le 31, Madame Moreau. Il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant numéro 9 à la convention entre la ville de Gennevilliers et l'association ASCEG Arcag, notifiant le montant de la subvention de fonctionnement 2025 attribuée, soit 260 000 €, afin de permettre son versement. Merci. Alors, derrière ce nom difficile, c'est le Centre social des Grésillons. L'unanimité, et Mme Gassama, Maria Blanca Fernandez et M. Binagdad ainsi qu'Elsa Fossillon ne prendront pas part au vote. L'unanimité, je vous remercie. 32, M. Labadie. Merci, bel esprit de synthèse.
Madame Lanoiselet, Zouaoui, Blanc, Chala et Monsieur Briffaut et Damoun ne prendront pas part au vote. Est-ce qu'il y a l'unanimité? A priori, oui. Merci. Délibération 33. Madame Morel. Monsieur le maire, il s'agit de l'autorisation de signature de l'avenant numéro 2 2025 à la convention d'objectifs entre la ville de Gennevilliers et la régie de Quartier du Luth. Pour rappel, l'association Régie de Quartier du Luth a pour objet de permettre aux habitants et aux associations de participer activement à l'amélioration de la qualité de vie dans leur quartier, dans les domaines de l'environnement, de la vie sociale et de l'insertion professionnelle. Afin de soutenir l'activité développée par l'association, la ville s'engage à verser une subvention de fonctionnement d'un montant de 11 000 € pour l'année 2025. Merci. Alors, Mesdames Lanoiselet, Zouaoui, Blanc et Chala, ainsi que Monsieur Briffaut et Damoun ne prendront pas part au vote. L'unanimité, je vous remercie. 34, Madame Morel. Il s'agit de l'adhésion à l'association pour la coopération des professionnels de l'information musicale. Le montant de l'adhésion pour l'année 2025 est fixé à 80 €. Il s'agit d'autoriser cette adhésion. C'est bon, l'unanimité, je vous remercie. 35, Madame Moadine. Il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention avec l'établissement public du musée du Quai Branly Jacques Chirac dans le cadre du projet Quai Branly Nomade pour 3 ans. Merci. Il faudra qu'on fasse une présentation de à quoi ça sert prochain cette conseil convention municipal. avec le Quai Branly. C'est prévu. Ça vaut vraiment le coup. L'unanimité, je vous remercie. 36, Madame Moadine. Il s'agit de l'autorisation de signature de la convention de partenariat pour la poursuite d'actions de soutien psychologique et éducatif entre la commune de Gennevilliers, le réseau de coopération décentralisé pour la Palestine et El Boustan, association Silouane. Merci. Hier, 26 maisons devaient être détruites selon les colons israéliens. Et là, peut-être une bonne nouvelle, le président de la République vient d'annoncer que d'ici juin, il reconnaîtrait enfin la Palestine, une demande de l'Assemblée nationale qui est votée à en majorité en 2014. L'unanimité sur la Palestine, je vous remercie. 37, Madame Toumi. Il s'agit d'autoriser... Juste avant, Madame Lanoiselet et puis moi-même, on ne prenait pas part au vote. On se réjouit, mais on ne vote pas. Madame Toumi. D'autoriser la signature de la convention de partenariat entre la ville de Gennevilliers et le collège Louis Pasteur relative à la mise en place de modules éducatifs et de citoyenneté. Merci. Monsieur Ndia, il ne prend pas part au vote. Tout le monde vote pour. Merci beaucoup. 38, Madame Massard. Il s'agit d'autoriser le versement de subventions aux associations ayant déposé un projet dans le cadre de l'appel à projet Transition 2025. Merci. L'unanimité. Je vous remercie. 39, Madame Lafont. Oui, bonsoir. Alors, je ne sais pas s'il y a une erreur dans la 39 et la 40, parce que la première, c'est Action Logement Service, c'est l'octroi d'une garantie d'emprunt à la société La Coop Foncière pour la production de 11 logements en BRS sur la ville de Gennevilliers. Donc, si c'est ALS, apparemment, le montant est de 165 000 €. Et le prochain, c'est la CDC pour Richard. C'est pas une erreur ? Non, non. C'est une erreur entre les titres et le paragraphe. Il y a une fois dans le titre où c'est CDC. Oui, mais sauf que dans... Oui, mais dans... Voilà. Bon. Donc la première... L'euro auprès d'ALS, c'est ça? Non. Oui, elle a raison. Elle a raison. Tu avais raison, Éloi. Mais si, Laurent. Il y a une inversion. Ouais. Bien. Est-ce que vous pouvez nous éclairer? On inverse quoi et sur quoi? Regarde, juste le texte. ALS. Ah oui. Non, mais si vous lisez les résumés, on votera les trucs. Voilà. Donc, ALS, c'est celle-là. donc on lit, d'accord, on lit l'Assemblée délibérante, d'accord. Voilà, pour la 39. La 39, c'est une garantie de 160, oui, ce que tu disais, 165 000 €. Comme quoi, elle suit bien, hein, Carole. Qui est pour cette garantie de 165 000 €?
Si, c'est écrit. C'est inversé. Les résumés sont inversés, en fait. Donc, l'unanimité, dans le doute, vous abstenez pas. Moi, j'aurais fait ça. Et la deuxième, Carole Lafont. Ah non, c'est Richard Mera. T'as compris quel résumé il faut que tu lises? Non. Non, moi, tu lis l'autre résumé. Moi, j'avais déjà révisé. Tu lis le résumé 39. L'Assemblée délibérante, là? Oui. L'octroi d'une garantie d'emprunt à COP foncière? Oui. Pour 11 logements en bail réel solidaire sur la commune de Gennevilliers, au 16-18 rue François Kovac. Très bien. Très bien. Tu vois que tu arrives à voir de près. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Et donc, on est à la 41, Monsieur Briffaut. C'est une carotite empreinte aux 80% d'un prêt de 6 400 000 euros sollicité auprès de Arkea, banque entreprise et institutionnelle pour le financement de la SAC au sud Chautraine. Merci. Alors là, Madame Pérez, Madame Lafont, Monsieur Boulor, Madame Toumi, Monsieur Noël, Monsieur Duguet, Madame Lanoiselet, Monsieur Binagdan ne prendront pas part au vote. Il en reste assez pour voter. L'unanimité. Je vous remercie. 42, Monsieur Duguet. Oui, il s'agit d'une autorisation de signature de la convention de partenariat entre la ville de Gennevilliers et la Chambre de commerce et de l'industrie de Paris, délégation Hauts-de-Seine dans le cadre de la redynamisation commerciale de la ville. La ville a fait le choix de mettre en place un plan d'action pour accompagner et développer le commerce et l'artisanat de Gennevilliers. Elle sollicite aujourd'hui le concours de la Chambre de commerce et de l'industrie de Paris, délégation Hauts-de-Seine, pour accompagner le service économique d'un point de vue pratique, opérationnel et juridique, en vue notamment d'accompagner et de former les commerçants et l'association des commerçants. Le montant de la rémunération annuelle est fixé à 8 040 €. Merci. Est-ce qu'il y a l'unanimité? Il y a l'unanimité. Je vous remercie. 43, Monsieur Duguet. Il s'agit de l'approbation du cahier des charges de rétrocession du fonds de commerce de la société Pacha Père et Fils portant sur le local commercial. Donc, suite à l'exercice du droit de préemption sur le fonds de commerce appartenant à la société Pacha Père et Fils portant sur le local commercial 6-4 allée Maria Casares, la ville de Gennevilliers a la nécessité de trouver un repreneur dans un délai de 2 ans par appel à candidature sur la base d'un cahier des charges. Il s'agit donc d'approuver le cahier des charges. Merci. Même vote? Même vote. 44, Madame Zouaoui. Oui. Donc, depuis le 1er janvier 2025, les véhicules critères 3 sont interdits dans la ZFE du Grand Paris, avec une phase pédagogique sans sanction jusqu'à fin 2025. La métropole donc financera intégralement le remplacement des panneaux signalant l'entrée en ZFE, dont l'implantation devra être validée en 2025. Ne disposant pas de compétences en voirie, la métropole prévoit des conventions avec les gestionnaires de voirie, offrant 3 niveaux de délégation. Le conseil municipal donc est invité à valider la délégation de la gestion des panneaux proposés par les services. Merci. L'idée, c'est qu'on ne paye pas. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération 45. Il s'agit de m'autoriser à signer la convention relative à la capture, l'identification et la stérilisation des chats errants non identifiés sur le territoire communal. On a un accord avec la SPA et les associations partenaires. Les petits félins, mais il n'y a pas que, je crois. Et l'unanimité, je vous remercie. La 46, Monsieur Dany. Il s'agit de donner l'autorisation à Monsieur le maire pour signer la convention d'intervention foncière de l'établissement public foncier d'Île-de-France et tout acte c'est important. Merci. Est-ce que vous êtes d'accord pour m'autoriser à signer tout cela? Je vous remercie. 47, Madame d'Alcantara. Ah, c'est le feuilleton Liocous qui revient. Oui, cette délibération annule et remplace la délibération 76 en date du 18 décembre 2024, approuvant la cession par la ville de Gennevilliers d'un bien référencé, gîtes 1 et 2, situé à Liocous. Merci. Oui, le précédent acquéreur s'était désisté, c'est pour ça que ça revient dans nos délibérations. Vous êtes pour? Je vous remercie. 48, Madame Lafont. Oui, il s'agit d'autoriser la signature de l'avenant numéro 1 à la charte partenariale de relogement
du quartier des Agnettes en convention de renouvellement urbain classé NPNRU et pour prendre en considération l'intégration des 2 nouvelles opérations de démolition de l'immeuble Victor Hugo au 3945 et 1121. Voilà. Merci. Pas d'intervention. L'unanimité. Je vous remercie. La délibération 49, il s'agit d'adhérer et de désigner un membre du conseil municipal au réseau ISE, Île-de-France Santé Environnement. Je vous propose que ce soit Céline Lanoiselet qui nous représente. Avec plaisir. Est-ce que vous êtes tous d'accord que Céline nous représente? Prenez des risques. Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. La 50, Madame Lanoiselet. Il s'agit d'adhérer à l'association Ecopolis, qui est un pôle de ressources francilien pour le bâtiment, l'aménagement durable. Voilà. Cotisation de 600 €. L'unanimité. Je vous remercie. Nous allons passer aux vœux. Le premier vœu que je vous présente, puisque j'ai participé à sa rédaction et à la réunion à Épinay-sous-Sénart, il s'agit pour les villes qui sont adhérentes à Ville et Banlieue, mais aussi à toutes les associations d'élus. C'est un texte unitaire que nous avons fait et qui vise à demander des moyens à l'État pour lutter contre les inégalités territoriales. J'imagine que vous avez tous lu ce vœu avec attention. Et donc, qui est pour ou contre? Ou contre, je ne peux pas vous faire voter comme ça. Qui est pour le vœu? L'unanimité. Je vous remercie. Vœu suivant, Madame Massard. Donc, c'est un vœu présenté par le groupe des élus Front de Gauche Gennevillois. Le conseil municipal de Gennevilliers exprime son opposition suite à la récente décision de l'État, actée par le décret numéro 2025-197 du 27 février 2025, visant à abaisser à 90% le taux de rémunération des agents publics en congé de maladie ordinaire. Jusqu'à présent, ces agents bénéficiaient du maintien intégral de leur traitement, une garantie essentielle pour des personnels pouvant être exposés à des conditions de travail difficiles. Cette décision, imposée sans concertation, fragilise particulièrement les agents de catégorie C, qui représentent la majorité des effectifs de la fonction publique territoriale. En déduisant leur rémunération, l'État fait peser sur les agents les plus vulnérables le poids des économies budgétaires, dans un contexte social déjà marqué par de profondes inégalités. Cette mesure est injuste et, de surcroît, risque d'aggraver les difficultés de recrutement dans la fonction publique en réduisant encore son attractivité. La ville de Gennevilliers déplore également les conséquences pratiques d'une telle décision. En contraignant certains agents à différer un arrêt maladie nécessaire pour des raisons financières, cette réforme risque de provoquer des arrêts prolongés et de désorganiser davantage les services publics locaux. Par ailleurs, des contrats de prévoyance qui auraient pu compenser cette perte de revenus n'ont pas été anticipés dans les travaux préparatoires et leur souscription reste très faible parmi les agents. De nombreux employeurs territoriaux plaident au contraire pour que les collectivités puissent choisir librement de maintenir une rémunération à 100% pour leurs agents malades, à l'image de ce qui se pratique dans le secteur privé. L'État ne doit pas imposer aux collectivités une mesure uniforme et rigide, qui viendra alourdir inutilement la gestion administrative. Face à cette situation, le conseil municipal de Gennevilliers demande à l'État à renoncer à cette réforme qui constitue une régression sociale pour les agents publics. La ville réaffirme son attachement à une fonction publique territoriale juste, solidaire et respectueuse des conditions de vie et de travail de ses agents, en particulier les plus modestes. Merci. La perversité de l'État, c'est d'augmenter le temps de travail, d'allonger les années de travail en repoussant la retraite et après de sanctionner sur les arrêts maladie. Est-ce que vous êtes d'accord pour voter ce vœu à l'unanimité? Je vous remercie. Est-ce que vous êtes d'accord pour prendre acte des décisions municipales aussi? Eh bien, je vais lever la séance en vous remerciant d'y avoir bien contribué. La prochaine séance aura lieu le 25 juin 2025 à 20h. Et le 21 juin, juste avant, on aura le carnaval. N'oubliez pas de vous déguiser.